C'est QFD, ce qu'il fallait décrypter. Deuxième partie, toujours avec vous, Véronique Reissoult, et avec vous, Régis Lefebvre, et avec Céline Braque. On ne sait pas s'il est avec nous. On sait pas. Si, il est avec nous, Régis. Et également avec vous, Bruno Jeudi. Et avec vous, sur les réseaux sociaux, évidemment. Tout de suite, la question de la semaine. Pardon. Denis Baupin est passé, en l'espace d'une matinée, du statut de discret député, vice-président de l'Assemblée nationale, à symbole du machisme et du sexisme en politique. Les accusations dont il est la cible sont en réalité beaucoup plus graves, car 8 femmes témoignent pour dénoncer des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Et Véronique, tout est parti des réseaux sociaux et d'une photo destinée justement à lutter contre les violences faites aux femmes. Oui, on pourrait presque dire, Denis Baupin pourrait presque dire Twitter m'a tué, parce qu'en fait, l'une des victimes, voyant cette photo que Denis Baupin avait postée sur son compte Facebook, a dit qu'elle avait eu envie de vomir et que ça avait déclenché chez elle l'envie de enfin parler et enfin témoigner. Une photo qu'elle avait publiée le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme avec plusieurs hommes qui avaient mis du rouge à lèvres pour dénoncer les violences faites aux femmes. Donc globalement, sur Twitter, on a eu un emballement, c'est parti de là, mais derrière évidemment beaucoup de discussions autour de ça. On peut même dire que Denis Baupin est devenu une star sur les réseaux sociaux, lui qui aime tant s'y exprimer, avec plus de 125 000 messages en 4 jours, un très joli score, on pourrait dire. Après, quand on regarde les évolutions des comptes de Denis Baupin, cette semaine, ça donne quelque chose d'assez étonnant, parce qu'en fait, il a perdu des fans, pas tant que ça, finalement, au regard de ce qui s'est dit, et il a gagné des followers sur Twitter. C'est toute l'ambivalence des réseaux sociaux, je ne suis plus fan, mais en fait, ça m'intéresse quand même et donc je me mets à vous suivre un peu plus. Donc globalement, un intérêt autour de Denis Baupin, mais au-delà de Denis Baupin sur les réseaux sociaux, c'était surtout beaucoup de bruit autour de la notion du harcèlement dans les milieux politiques, comme on le voit ici sur le tweet de Bonny75 qui propose une campagne d'affichage d'informations dans les couloirs de l'Assemblée. Et en fait, les images que cette jeune femme a utilisées sont des images qui représentent et qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux le harcèlement de rue qui était l'autre sujet très discuté cette semaine sur les réseaux sociaux. Des images qui montrent combien le quotidien des femmes peut parfois être un peu compliqué, des détournements d'affiches de la RATP, des petits gestes du quotidien. Et finalement, au-delà de ce harcèlement de rue, c'est même le harcèlement professionnel qui a été dénoncé, avec par exemple ce tweet qui reprenait un article de Alter Eco Plus qui explique qu'une femme sur 5 serait confrontée au harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. Donc un sujet qui a largement dépassé le sujet et le cas de M. Baupin. Oui, c'est ce qu'on vient de voir. Céline, on a interrogé les Français pour savoir comment étaient perçus les hommes politiques et est-ce que le milieu politique a une image particulièrement macho ? Ça donne quoi ? Voilà, posant les questions à la fois sur le harcèlement sexuel mais aussi sur le sexisme. Et c'est vrai que on se souvient tous de ces images de caquettement à l'Assemblée nationale, des sifflets pour Cécile Duflot qui porte une robe printanière, plus récemment Aurore Berger qui parle des remarques très déplacées de ses collègues. Et les Français ont souvent assisté à ce type de spectacle. Et du coup, quand on leur pose la question, est-ce que finalement il y a plus de sexisme dans le milieu politique que dans les autres milieux, il est très clair qu'ils le pensent pour les attitudes sexistes. Ils sont 60% à dire oui, il y a plus d'attitudes sexistes. Oui. Alors en revanche, si les Français ont une bien piètre image des hommes politiques, qu'ils pensent qu'ils ont plus de défauts que les autres Français, pour résumer un peu les choses, eh bien, en l'occurrence, sur le harcèlement sexuel, non, ils n'estiment pas qu'il y a plus de harcèlement sexuel dans le milieu politique. 62% pensent le contraire. Alors, ça ne signifie pas pour autant qu'ils considéraient que, finalement, les affaires type affaire Baupin seraient des espèces d'exceptions dans le milieu politique. Ça signifie plutôt que ce que disait Véronique, c'est-à-dire que finalement ça existe partout, pourquoi pas dans la rue, et les femmes sont plus nombreuses que les hommes, elles pensaient 67% contre 57%. Ah oui, ça c'est important. Bruno, il y a un effet boomerang politiquement avec cette affaire, parce que les Verts se présentent comme le mouvement à la pointe des luttes féministes et contre les violences faites aux femmes, et ce Baupin Gate, ça leur revient un peu en pleine figure. Oui, c'est vrai, Romain, on est un peu tombé de l'armoire. Je connais un peu Denis Baupin, son parcours, et c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ses soupçons. Alors, ça fait d'autant plus mal à Europe Écologie Les Verts que, vous le disiez, c'est probablement le parti le plus féministe de France. C'est le parti qui s'est
qui a imposé la parité avant même qu'elle soit inscrite dans la loi à la fin des années 90. C'est le parti qui a été dirigé par 3 femmes. C'est le parti qui a présenté 3 femmes à la candidature présidentielle. Donc on voit que c'est un parti qui est touché de plein fouet par ce qui arrive à l'un de ses membres, Denis Baupin, qui n'est pas n'importe qui, c'est un pionnier du mouvement vert. C'est une figure importante. C'est lui qui a inspiré, après sa candidature à la ville de Paris en 2001, la politique anti-voiture à Paris. C'est vraiment une personnalité très importante de l'écologie politique. Et donc, ça leur est tombé sur la tête cette semaine. On écoute le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand. J'éprouve un sentiment de honte et de culpabilité par rapport à que tout cela ait pu se faire dans le parti qu'aujourd'hui je dirige. Sur le même ton, on pourrait ajouter que Noël Mamère a fait part, lui aussi, de sa honte par rapport à ce qui est arrivé cette semaine. Régis, vous nous dites que si cette affaire n'était pas grave, ce serait intéressant, c'est-à-dire... Oui, parce que c'est quand même une affaire, en réalité, d'une violence inouïe. Et si c'était quelque chose, j'ai envie de dire, de normal, on pourrait le décrypter avec la légèreté qui nous habite. Mais en réalité, c'est pas si normal que ça. Et je trouve que c'est intéressant de se regarder, de se dire, tiens, est-ce que c'est les réactions, pas ce qui s'est passé, les réactions sont révélatrices de l'écosystème politique dans lequel on vit et qu'on analyse chaque semaine. La première chose, qu'il faut constater, c'est que si ça avait été à l'étranger, les réactions auraient été bien plus violentes et la démission de Denis Baupin aurait été demandée, pas simplement ce qui a été fait et qui a été le minimum demandé par Barthelone, de son poste de vice-président. La deuxième chose que je trouve amusante, et c'est l'un n'excuse pas l'autre, c'est de comparer qu'en France, quand il y a des affaires financières, finalement, les demandes à la démission et tout ça sont bien plus fortes et bien plus puissantes de la part d'un certain nombre que dans ce cas. Donc ça veut dire quelque chose de chez nous. La deuxième chose, c'est que c'est sans doute aussi le fruit de notre histoire. Et pour cela, il y a eu un débat très intéressant ce lundi 9 sur Europe 1 avec Gérard Carrérou, qui à un moment parlait des relations à l'intérieur de la politique et de ce qu'on a appelé la génération Giroud, c'est-à-dire un moment où on disait de la politique. Je propose qu'on écoute cet extrait parce que je le trouve très intéressant, parce qu'on comprend mieux cette relation ce sexisme qu'il y a dans la vie politique française, parce qu'il vient jusqu'à le justifier. Ou en tous les cas, j'ai bien connu cette remarquable patronne de presse qui était Françoise Giroud, qui était la patronne de l'Express, qui était l'hebdomadaire où on apprenait toujours, toutes les semaines, plein de choses. Et qu'est-ce qu'elle avait dit, Madame Giroud, aux femmes, il n'y en avait pas beaucoup, mais aux femmes du service politique de l'époque, dont certaines sont bien connues. Elle leur avait dit, il faut que vous colliez, j'allais dire aux fesses, mais c'est un peu ça, hein, coller aux hommes politiques les plus importants de l'équipe Pompidou, etc. Il y avait donc des ministres ou des chefs de parti. Et puis, bon, il faut y aller, quoi. Hein. C'est très intéressant ce moment, parce qu'il explique une partie de l'histoire où finalement le côté marxiste était presque, dit-il, encouragé. La troisième chose que je trouve très intéressante, c'est que dans cette affaire, il y a, je trouve, un effet générationnel. C'est-à-dire qu'à un moment, alors évidemment, il y a eu la réaction de Pierre Lelouch, mais même à l'intérieur de la majorité, je vous propose qu'on écoute la relation de la ministre Paul Langevin, qui cherche à expliquer ça aussi d'un point de vue combat politique. Je propose qu'on l'écoute. Ce sont des sujets sur lesquels il faut être très attentif, il ne faut rien laisser passer, mais en même temps, il faut être prudent, parce que souvent, ça concerne, d'une part, il y a les questions d'intimité des gens qu'il faut respecter, et par ailleurs, il faut qu'on ne fasse pas de ce type de sujet des arguments politiques. Le fait que ça arrive maintenant est quand même un peu surprenant. Voilà, donc c'est une lecture politique de la chose. Ce que je trouve très intéressant, c'est quand vous regardez des gens dans la nouvelle génération, de droite comme de gauche, Bruno Le Maire a condamné ça avec une fermeté très très forte, et appelant à la démission. Et évidemment, à l'intérieur des Verts aussi, on voit la rupture générationnelle. Je pense qu'on écoute Julien Bayou qui va pas par 4 chemins. Je pense que Denis Baupin doit démissionner de l'Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée nationale doit s'organiser pour mettre en retrait de facto quelqu'un qui est accusé de manière aussi extrêmement grave. C'est pas une accusation à la cantonade. Ouais, vous voyez, c'est tout ça, toute cette affaire, je trouve, révèle plein de choses. Et en cela, si ce n'était cette affaire, elle serait intéressante à analyser. Ajouter aussi que Pierre Lelouch a dit qu'il commentait pas les histoires de Exactement. Pour pas l'accabler, j'ai pas voulu le faire. Non, mais c'est la réalité. Ouais.
une histoire une question de génération, vient de nous dire Régis Lefebvre dans sa démonstration. Céline, que disent les Français sans transformer les sondeurs et les sondages en tribunaux populaires? Est-ce que les Français estiment que Denis Baupin doit démissionner, non pas de son poste de vice-président de l'Assemblée, il l'a déjà fait, mais de son poste de député? Voilà, vous faites bien de dire que ce n'est pas un tribunal populaire, parce qu'il n'est pas question là de demander si, grosso modo, Denis Baupin est coupable ou innocent. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pas la question qu'on a posée. La question posée qui est précise, c'est bien qu'une enquête est ouverte et que certains estiment que Denis Baupin devrait, sans attendre les résultats de l'enquête, démissionner. Donc, une enquête est ouverte et certains estiment que Denis Baupin devrait, sans attendre les résultats de l'enquête, démissionner de son poste de député. Et les Français sont très très largement d'accord avec cette idée qui est exprimée notamment par des organisations féministes. Ils sont 72% à partager cette opinion. 27% nous disent non, il ne faut pas qu'il démissionne de son poste. Donc on voit bien que les Français sont très très fermes sur cette question. Les Françaises le sont un peu plus que les Français, 74% contre 70%. Et les sympathisants écologistes partagent aux 2/3 cette opinion. Vous voyez, Denis Baupin, c'est une figure de Europe Écologie Les Verts, et il pense, de même, on l'a vu avec Julien Bayou, il pense comme lui, c'est-à-dire vraiment, ça ternirait sans doute la réputation de notre parti s'il restait député, et donc il faudrait aller encore plus loin que cette démission de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis Bruno, cette affaire Baupin atteint plusieurs ministres pour des raisons différentes. Je pense à Emmanuel Cos et je pense également à Michel Sapin. Oui, Romain, ce qu'il faut voir, c'est que cette affaire a pris une dimension particulière. Ça en souligne encore davantage l'embarras, puisque Denis Baupin est le mari d'Emmanuel Cos, la ministre du Logement, vous venez de le dire. La même Emmanuel Cos a été pendant 2 ans la dirigeante, la secrétaire nationale des Verts. Or, on sait que parmi les 8 accusatrices de Denis Baupin figurent 4 élues importantes qui ont d'ailleurs témoigné à visage découvert des accusations qu'elles portent contre Denis Baupin. Donc ça a créé une situation compliquée. D'ailleurs, il y a un membre des Verts qui a carrément accusé même Emmanuel Cos. Emmanuel Cos, en tous les cas, elle a commenté très vite l'affaire qui touche son mari. Elle était au micro de Jean-François Aquili sur France Info. On l'écoute. J'ai été très touchée en tant que femme, en tant que compagne, en tant que mère et aussi en tant que ministre. Parce que les questions de violence faites aux femmes, c'est pour moi quelque chose qui est inhérent à mon combat politique depuis très longtemps et que j'ai jamais transigé avec ça. On parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Et si ces faits ne sont pas avérés, il faut aussi que ça soit réglé devant la justice. Il n'y a pas d'autre question, il n'y a pas d'autre choix. Alors c'était le lendemain matin, il faut le redire, une intervention douloureuse mais courageuse de la part de Madame Cos, qui est ministre, épouse de Denis Baupin, on le disait. Alors maintenant c'est la justice qui établira les faits et on verra, puisque elle-même en appelle à la justice. Revenons aussi sur ce que vous disiez en entrée, c'est que ça touche cette semaine, hasard du calendrier, coïncidence, un autre ministre est dans la tourmente, mais pour une autre raison. Lui a dû justifier un geste inapproprié. Michel Sapin, c'est son expression qu'il avait nié la semaine dernière. Alors c'est un geste vis-à-vis d'une consoeur lors d'un déplacement à Davos. On peut dire que franchement, le gouvernement n'avait pas besoin de toutes ces affaires en ce moment. Allez, on passe tout de suite à la chronique Dans la peau de... Dans la peau d'Arnaud Montebourg. Je suis Arnaud Montebourg et je suis de retour. Je ne suis jamais parti bien loin, mais là, j'envoie des signaux à mes soutiens pour leur dire que je suis prêt à me lancer dans la présidentielle de 2017. Ancien ministre de l'économie, je suis parti dans le privé et je suis aujourd'hui l'un des chefs de file de l'opposition de gauche au gouvernement. Est-ce que je dois me présenter à la présidentielle de 2017 ? Qu'est-ce que vous me conseillez, Bruno ? Alors, Arnaud Montebourg, je vais vous conseiller d'abord de suivre un peu votre intuition. Vous avez un espace politique qui est incontestable. Il y a une fenêtre de tir. Peut-être est-elle trop tôt. Peut-être faut-il attendre la réponse de François Hollande, savoir s'il sera vraiment candidat à la fin de l'année. Il a fixé le mois de décembre comme date butoir. En revanche, je vous conseillerais de montrer un peu plus d'enthousiasme que lors de votre dernière intervention télévision dimanche dernier. Vous êtes apparu un peu amorphe, un peu désabusé. Alors, il va falloir retrouver un peu le punch qui a fait votre succès après votre montée du Mont Beuvray. Véronique, qu'est-ce que vous conseillez à Arnaud Montebourg ?
Moi, je vous conseillerais de rester sobre lors de cette fameuse montée. Je vous conseillerais de continuer votre semi-silence médiatique et sur les réseaux, votre silence technique, même sur votre blog. Après, savoir si vous devez vous présenter comme candidat ou pas, c'est pas les réseaux sociaux qui vont décider de cela. En revanche, si vous décidez de faire quelque chose, parlez fortement et de façon plus dynamique, de façon plus enjouée. Je rejoins Bruno là-dessus. Et renouer avec ce qui a fait votre succès sur les réseaux, qui a un petit peu disparu depuis quelque temps. Céline, vos conseils à Arnaud Montebourg? Eh bien moi je dirais pourquoi ne pas y aller après tout. Alors certes vous n'êtes pas celui qui est le plus attendu par les sympathisants de gauche. Ils attendraient plutôt une Martine Aubry ou un Manuel Valls en alternative à François Hollande qu'ils ne souhaitent pas. Mais pourquoi ne pas y aller? Parce qu'il y a un espace politique pour Arnaud Montebourg puisque Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages qu'on fait actuellement en intention de vote, eh bien, il ne fait pas tellement mieux que ce qu'il a pu enregistrer en 2012. Et puis après tout ça permettra de vous faire exister politiquement et cette fois-ci, pour vous, on ne pourra pas dire que vous êtes responsable de la défaite du candidat naturel de la gauche, parce que le candidat naturel de la gauche, François Hollande, dans toutes les intentions de vote actuellement, il perd au premier tour, il n'est pas qualifié pour le second tour de la présidentielle. Régis, quels sont vos conseils à Arnaud Montebourg? Est-ce qu'il doit se déclarer candidat pour 2017? Bien plus. Je lui conseillerais sur ce Montbeuvray de déclencher la foudre politique et, sous couvert d'appeler au rassemblement de la gauche, de demander 3 choses. Un, c'est la disparition du Parti socialiste, sa refondation dans un nouveau parti. Et surtout, je demanderai à François Hollande de prendre désormais l'engagement de ne pas se représenter et de se retirer, car il est l'obstacle à ce rassemblement de la gauche. Je pense qu'avec ça, les 20 heures s'enchaînent dans la foulée. Voilà, et puis il y a également vos conseils sur Twitter avec le hashtag CQFD iTélé. Voici le tweet du compte Les Médias qui dit pourquoi est-ce que Arnaud Montebourg ne se présenterait pas? Pourquoi pas? Il est le plus honnête de la majorité des politiques, les Républicains, PS et FN. C'est l'avis en tout cas de Les Médias. Et puis la réponse sur Twitter de mon avis à moi. Non, il ne doit pas se présenter. Il y a suffisamment de politiques dans des postures idéologique et puis il s'est bien débrouillé pour éviter d'avoir à assumer le bilan de ce quinquennat. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Arnaud Montebourg. Tout de suite la chronique Winner-Loser. Et on démarre avec vous Véronique. Quel est votre winner ou votre loser de la semaine? Alors, est-ce que vous connaissez la série House of Cards? Évidemment. Voilà, donc pas du tout. Une série très réaliste, très cynique. Et bien cette semaine, le community manager du compte House of Cards a interpellé directement Manuel Valls, notre Premier ministre, après son recours au 49.3 avec une phrase qui dit donc la démocratie c'est tellement surfait. Il s'avère que c'est en plus le slogan de la télé, donc une façon plutôt intelligente de relancer l'actualité sur la série elle-même, sauf que c'est intéressant de voir comme la politique fiction finalement rejoint la vraie politique, parce que Manuel Valls a répondu au bout d'une heure sur un ton complètement différent, puisque finalement il a fait une citation d'un vrai homme politique. Je vous rappelle que l'autre n'est pas un vrai homme politique, donc cette espèce de mélange est quand même assez curieux. Il a répondu: cher Franck, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, prenant la célèbre citation donc, de Churchill. Donc autant vous dire que ce mélange des genres est curieux, et une fois qu'on est dans la vraie vie, on est dans la vraie vie, donc les tweetos eux-mêmes ont relayé et ont apprécié. Donc on a par exemple Salomé qui a partagé une photo de la reine en disant « Leave Churchill alone ». Donc voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Céline? Eh bien moi, en loseuse, je mettrais Angela Merkel, parce qu'on peut être une dirigeante bien plus populaire que ses alter ego en Europe. Odoxa avait récemment fait un sondage, et dans les 5 grands pays d'Europe, on voyait qu'elle était largement au-dessus des autres, au-delà des 50% de bonnes opinions. Donc en certains, suivez mon regard, en vrai. Et pourtant, elle est victime du syndrome sortez les sortants, et puis aussi des inquiétudes liées à sa politique migratoire, puisque selon un sondage INSA qui a été commandé par la revue Cicero cette semaine, on a les 2 tiers des Allemands qui ne veulent pas que Mme Merkel dirige le gouvernement à l'issue des élections fédérales de l'année prochaine. Et je dirais un peu à chacun son Macron, puisque du coup les médias ont ressorti une hypothèse qui ressort à chaque fois, c'est l'hypothèse Schäuble, donc le ministre des Finances qui pourra la remplacer. Alors le comparatif s'arrête vite, puisque Schäuble, vous savez, a commencé la politique en 1961, qu'il a 74 ans. Oui, pour le renouveau, c'est pas gagné. C'est un changement certes, mais pas franchement un renouvellement. Différent. Bruno?
Alors moi, mon winner, c'est Zlatan Ibrahimovic. Hein. C'est le géant suédois. 152 buts en 178 matchs. Hein. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en même temps, oui, sa modestie par exemple. Et puis aussi, il sait partir au sommet. Hein. Il réussit sa sortie, ce qui est plutôt rare en politique. Et puis en tous les cas, il y a déjà quelqu'un qui a songé à son remplacement. Il n'a même pas attendu ce 13 mai. C'est Nicolas Sarkozy hein, qui, le 17 mars, on va le voir à l'écran, tweetait en réponse à un internaute: je n'ai pas besoin d'être président du PSG, mais je supporte depuis 40 ans le club de football de la ville dans laquelle j'habite. Et mon choix est assez simple: 1 Messi, 2 Neymar, 3 Ronaldo, 4 peut-être Suarez. Reste plus qu'à sortir le chéquier. Voilà, c'est ça. Voilà pour la chronique. Et puis en cette fin d'émission, Régis, vous voulez rendre hommage évidemment à quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, un très grand de la communication politique. Ouais, voilà, pour moi c'est un jour triste parce que ce matin, Christophe Lambert, qui a été publicitaire, qui était directeur général d'EuropaCorp, est parti. Et voilà, on a fait plein de choses ensemble, des campagnes pour l'UMP, des congrès, des affiches, des campagnes gouvernementales. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu parce que c'est lui qui m'avait donné envie de faire ce métier. Et voilà, donc c'est un jour très triste pour moi. Et vous voulez lui rendre hommage aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes et à toute l'équipe en régie évidemment. Merci à vous. CQFD, c'est tous les vendredis 21h et tous les samedis 10h et 14h.